Bonsoir à tous. Cette conférence s'intitule « L'erreur de Darwin ». C'est la deuxième partie d'une première petite conférence que j'avais faite. On avait fait une vidéo sur le même sujet. Aujourd'hui, je veux préciser et compléter ce que j'avais déjà dit, que l'on peut trouver de manière plus détaillée dans ce livre qui s'intitule « Le chaînon manqué. Pourquoi la théorie de l'évolution est une croyance ». Je rappelle ce que j'avais dit brièvement pour situer. J'avais regroupé les arguments en faveur de l'évolutionnisme, en faveur de Darwin, en 5 groupes de faits qui en fait se retournent contre le darwinisme. Alors le premier argument, c'était la transformation des espèces. Une espèce, on sait ce que c'est, les types chiens, le type loup, etc., les chevals et tout ce qui est ressemblant. Transformation à partir de l'adaptation au sens lamarckien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a effort de l'animal et que cet effort se transmet dans les gènes et que la descendance hérite de la modification et on aurait une modification organique progressivement. Donc c'est la transformation, pas la mutation génétique, qui est très importante puisque les limites du darwinisme vont reconduire les biologistes à cette thèse-là. Deuxième argument, la transformation, pas la sélection naturelle. Ça, c'est plutôt la thèse de Darwin, c'est-à-dire l'environnement peut être hostile, le climat, la nourriture, les prédateurs, et c'est ce qui élimine les animaux les plus inaptes, et c'est comme ça que l'évolution se fait. Troisième argument de Darwin et des transformistes en général, c'est une théorie plus large que le darwinisme, la parenté de structure dans l'anatomie des corps des animaux et aussi au niveau des embryons et dans le développement des embryons. C'est ce qu'on appelle, c'est une notion un peu équivoque, qu'on appelle l'homologie. Quatrième argument qu'avait observé Darwin, qui était lecteur de son ami Lyell, géologue, la géologie, la superposition très lente des sédiments qui va lui permettre, qui va donner à Darwin l'idée d'une analogie entre ce qui se passe au niveau de la géologie et ce qui se passe au niveau des variations d'espèces. Cinquième argument, la présence des fossiles dans les couches, que Darwin avait aussi pu observer dans son périple de 5 ans. Ce que j'ai dit, et voilà, cette conférence, ce sont des compléments et des précisions. Ce que j'ai dit la dernière fois, c'est qu'il y a bien... Ces faits sont bien constatables, mais ils restent très limités et en aucun cas on ne dispose dans chacun de ces domaines des éléments suffisants qui permettent de manière catégorique de dire qu'une espèce peut se transformer en une autre espèce. Mais vous allez me dire, mais c'est quoi juste une espèce? Alors c'est un point que je n'ai pas assez souligné la dernière fois. Qu'est-ce qu'une espèce? Pour Cuvier, fondateur de l'anatomie comparée, le caractère fondamental de l'espèce, c'est la fécondité. Les animaux qui peuvent se féconder et leurs descendants qui peuvent également se féconder appartiennent à la même espèce. Alors quelqu'un a réagi à la première vidéo en disant « Le lion et le tigre peuvent se féconder, c'est la preuve que des nouvelles espèces peuvent se former. » Eh bien, pas du tout, car justement, les descendants des hybrides ne peuvent pas se croiser. Il arrive que quelquefois ils se croisent. Il y a l'exemple de l'âne, du zèbre, du cheval, de la jument avec le mulet, etc., le bardeau, et tous les hybrides qu'on connaît, le zonquet, le zorse, le bardeau, le mulet, et il y a 9 combinaisons, et on a 9 cas différents. Les descendants, vous savez que le mulet est stérile, et lorsque les descendants peuvent se féconder, c'est assez rare. Alors, on invoque aussi la formation des variétés par division d'un même type par division d'un même type. Exemple, on s'est aperçu que les goélands de Sibérie et les goélands de Norvège, les goélands blancs de Norvège et les goélands gris de Sibérie, sont descendants d'un même type de goéland et ne sont plus interféconds. Alors on peut se dire, on peut voir les choses de deux manières, deux angles différents. On peut se dire, vous voyez, les espèces, on voit bien la spéciation se faire, c'est-à-dire la formation des espèces. Mais on peut se dire aussi l'inverse, on peut se dire, très rapidement, des variétés qui bifurquent, je dis bien des variétés qui appartiennent à une même espèce, très rapidement ne sont plus interfécondes.
En réalité, on est quasiment sûr, même si une majorité de biologistes ne veulent pas le reconnaître, que l'espèce ne déborde jamais par la mutation. En fait, il y a une barrière qui est la fécondité, et que l'on sait aujourd'hui être une barrière génétique. Au XXe siècle, alors j'ai cité Cuvier, c'est la définition du XIXe siècle, le début de l'anatomie. Au XXe siècle, l'évolutionniste Ernst Mayr définit exactement de la même façon l'espèce. L'espèce est un groupe d'individus capables de se reproduire entre eux. Alors bien entendu, cette définition est extrêmement gênante pour l'évolutionnisme et le transformisme, car elle les oblige à admettre l'existence d'une barrière. En fait, les évolutionnistes sont obligés de donner une définition de l'espèce, mais en même temps, il ne faut pas que cette définition soit trop précise, parce qu'elle fixerait la notion d'espèce, alors que cette notion doit être extrêmement souple, puisqu'il s'agit de penser la variation à partir des poissons jusqu'à tous les animaux qu'on connaît, les mammifères, les oiseaux. Donc vous imaginez, les variétés animales doivent être extrêmement, d'un point de vue génétique, extrêmement flexibles. Donc il faut donner une définition qui soit assez souple. Mais si vous donnez une définition trop souple, c'est aussi gênant. Alors c'est un point qu'avait soulevé déjà le philosophe Étienne Gilson dans un livre que je cite, parce que certains peuvent être intéressés par cet ouvrage, qui s'appelle D'Aristote à Darwin et retour, où Gilson avait déjà relevé le fait que Darwin utilise constamment la notion d'espèce, mais ne la définit pas vraiment. Et pour cause, il serait bien embêté. Alors ce problème, on le retrouve encore aujourd'hui, par exemple dans le livre de Jean Chaline, Quoi de neuf depuis Darwin, il n'y a aucune définition. Il nous dit l'espèce, c'est, par exemple, il nous donne un exemple, ce qui n'est pas en guise de définition, on peut mieux faire. Il donne un exemple en disant les homo ergaster, c'est-à-dire les hominidés, une classe, une famille d'hominidés, serait une espèce. Bon, voilà un exemple qui ne nous dit pas grand-chose. Alors, quelqu'un réagit aussi en disant je ne vois pas comment il peut vouloir qu'on expérimente l'évolution, parce que j'avais dit on ne peut pas expérimenter l'évolution. On ne peut pas voir les espèces se transformer. Donc quelqu'un m'a dit, je ne vois pas comment il peut voir l'évolution des espèces, puisque ça se déroule sur des milliers ou des millions d'années. Et j'avais aussi parlé des lézards on a fait une expérience, on a lâché des lézards dans l'Adriatique, et au bout d'une trentaine d'années, leur système digestif avait un peu muté. Donc à faire série, on pourrait dire, vous voyez, en 30 ans, ça mute, donc vous imaginez pendant des milliers ou des millions d'années ce que ça peut être. En fait, je trouve que l'argument, c'est un pseudo-argument. C'est un pseudo-argument qui est utilisé pourtant par des naturalistes de renom comme Gould. Pourquoi c'est un pseudo-argument? Les évolutionnistes et tous les gens des sciences naturelles nous rabâchent sans cesse que l'expérimentation, c'est le socle de la science. Je lisais Bacon au XVIe siècle, qui a dit « débarrassons-nous de la métaphysique ». Et la science, qu'est-ce que c'est? C'est on expérimente, on fait des expériences et on les reproduit. Claude Bernard, que je ne range pas dans la même catégorie que Bacon, bien sûr, qui est un auteur beaucoup plus intéressant, physiologiste, mais définit la science à partir de l'expérimentation. Alors, on nous parle d'expérimentation, mais quand est-ce que, au niveau, dans la spéciation, on observe véritablement des variations? On n'en observe pas. On va le voir, c'est la suite, c'est ce que je vais dire, et qui complète de manière plus précise ce que j'ai dit la dernière fois, et je vais citer des auteurs évolutionnistes, parce qu'il faut se référer à ces gens-là, qui finalement nous donnent des arguments très intéressants. Oui, pourquoi alors on ne peut pas se revendiquer de cet argument? Parce que voilà, la science nous dit c'est l'expérimentation qui prime. En l'occurrence, on ne peut pas reproduire d'expérience, et non seulement on ne peut pas reproduire d'expérience, mais comme vous allez le voir, ni la génétique, ni la sélection naturelle, ni les fossiles ni la géologie, ne vont conforter cet argument de transformation d'une espèce féconde en une autre espèce avec laquelle elle ne peut pas féconder a priori. Alors, je reprends ces thèmes qui sont comme des petits chapitres.
les mutations. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le biologiste Louis Bounour, qui était professeur à la faculté de Strasbourg, affirmait, je cite, « Une mutation ne déborde jamais le cadre de l'espèce ». Alors aujourd'hui, Jean Chaline, là c'est un complément, Jean Chaline dans son bouquin Quoi de neuf depuis Darwin nous dit « Il y a des découvertes révolutionnaires ». Il y a des découvertes révolutionnaires. Alors, il faut croire qu'avant, la théorie darwinienne n'était pas très assise, pas très bien justifiée, puisque on attend sans cesse des découvertes révolutionnaires. Alors, d'après lui, les 3 découvertes révolutionnaires, c'est la méthode de l'horloge biologique, la découverte des transposons et les gènes OX. Je vais en dire un mot parce que pour les gens qui vont suivre sur la vidéo, il y a certainement des professeurs de bio ou autres, des gens qui pensent que ce qui a été dit la dernière fois, c'est un peu des généralités. Bon. Alors je vais dire plus précisément que même ces soi-disant découvertes révolutionnaires, en fait, sont assez faibles, nous donnent des éléments assez faibles. Qu'est-ce que c'est que l'idée d'horloge moléculaire ? C'est l'idée de mesurer la distance qui sépare les espèces en millions d'années à partir d'un nombre de séquences d'acides aminés. Alors les acides aminés, vous savez, c'est ce qui est dans les protéines et qui se met en correspondance avec les lettres de l'ADN. En fait, c'est des structures moléculaires. Alors, on a des structures moléculaires au niveau de l'ADN et ces structures moléculaires se mettent en correspondance pour faire la traduction du code génétique. Pour rappeler un peu de quoi il s'agit. Alors l'idée donc c'est d'étudier des protéines, par exemple l'hémoglobine, d'examiner le nombre de séquences d'acides aminés qui sont semblables par exemple entre l'homme et la souris, entre l'homme et le requin, et qu'on a a priori situé à partir de la paléontologie, j'y reviendrai, qu'on a a priori situé dans le même groupe. Et on fait une estimation. Alors il faut connaître le taux de mutation. Sachant le taux de mutation, c'est-à-dire le nombre de mutations par une période donnée, connaissant le taux de mutation, on remonte, on établit une horloge en fait, et on remonte et on peut dire l'ancêtre commun de la souris et de l'homme, c'est tant de millions d'années. Alors le problème, bon c'est comme ça a l'air très simple, mais il y a au moins 3 problèmes. On ne connaît pas exactement le rythme des mutations. Deuxièmement, les mutations, ce rythme n'est pas le même d'une protéine à l'autre, et même à l'intérieur des gènes aussi. Et troisièmement, la génération d'un animal à un autre peut varier considérablement. Par exemple, la souris peut produire 20 générations en une année, l'homme, en 15 ans, il faut une quinzaine d'années d'abord pour avoir une génération. Donc, au nom de quoi ces mutations vont se moduler, vont se réguler pour arriver finalement au même résultat, c'est-à-dire le même nombre d'acides aminés qui permettra de faire cette estimation rétrospective. Alors en pratique, les tests qui ont été faits donnent des estimations extrêmement variables. Par exemple, l'ancêtre commun entre le chat et le papillon est estimé à moins 600 ou moins 700 millions dans une des études, et à moins 6,1 milliards d'années dans une autre étude. Bon, c'est un peu... la précision laisse un peu à désirer. Et le grand problème, en fait, c'est que ces études sont très partielles. Et puis, d'autre part, il y a un peu une pétition de principe. Le biogénéticien Michael Denton, qui a écrit « Évolution, une théorie en crise », dit que cette idée d'horloge biologique est purement tautologique. En fait, c'est une pétition de principe. On se sert du principe que l'on veut démontrer pour faire la démonstration. Donc, c'est un peu cercle vicieux. Bon, je n'en dis pas plus sur cette nouveauté. Les transposons. Alors, on a dit aussi que les transposons étaient révolutionnaires. Qu'est-ce que c'est que les transposons? Ce sont des fragments d'ADN. Je rappelle, l'ADN des molécules, structures molécules en double hélice. Les transposons se déplacent d'un brin de l'hélice à l'autre sur les chromosomes.
Les chromosomes, vous vous rappelez, ces structures-là, comme ça, en forme de croix, qui sont un filament, c'est l'ADN, qui s'enroule et qui forme une espèce de croix, comme ça, et que nous avons, qui est au cœur des cellules. Alors cette découverte est due à Barbara McClintock, au XXe siècle, elle est décédée en 1992. Et alors on nous dit que c'est vraiment une découverte extraordinaire, puisque ces transposons peuvent sauter expliquerait la réapparition des caractères ataviques. Certains caractères très anciens dans l'espèce réapparaîtraient dans les nouvelles générations, donc on se dit, voilà une voie d'évolution possible par les mutations. En fait, Shaline lui-même nous dit, et là je cite, « On ne connaît pas leur rôle. » Après nous avoir fait, c'est un livre, il faut le parcourir au moins, parce qu'il est vraiment il est pénible à lire, mais il faut voir, parce qu'on est abreuvé de culture scientifique, c'est vraiment, on nous noie sous la culture scientifique, et lorsqu'on regarde de près, lorsqu'on ratisse et qu'on attend un peu ces résultats qui sont extraordinaires, on a un petit filet de rien du tout, on a quelques lignes qui vous dit, voilà, finalement, on ne connaît pas le rôle des transposons. Ou encore, les OGM font partie des transposons, parce que ce sont soit font partie, soit sont basés sur les transposons, je ne sais plus exactement. Ou encore, je vais vous donner un autre exemple un peu plus, qui va vous frapper un peu plus, le rétrovirus du sida est un transposon. Bon, comme progrès, on peut faire mieux. Donc les conclusions sont surprenantes et on se dit, vraiment, il veut noyer le poisson. Je ne remets pas en cause la science de ce chercheur, mais c'est typique des travaux et des livres de l'évolutionnisme. Alors la grande découverte, ce serait les gènes OX. Qu'est-ce que c'est que les gènes OX? Un synonyme de gène OX, ce sont les gènes architectes. Alors, ce sont des gènes qui gouvernent d'autres gènes. Par exemple, le gène OX nommé PAX6 conduirait, agencerait 2500 gènes qui contribuent à la formation de l'œil. Donc, on arrive à manipuler ces gènes et à faire des expériences, par exemple, à placer un œil de mouche à la place d'un œil de souris, un œil d'une souris. Donc, ça fait un monstre un peu bizarre. On a fait aussi des mouches avec des pattes à la place des antennes, grâce à ces manipulations sur les gènes OX, qui sont les gènes donc des gènes architectes. On a fait aussi des mouches avec 18 yeux, partout sur les pattes. Voilà. Bon, c'est pas pour bon appétit, mais voilà. En quoi ces bouleversements? Alors, en quoi ces recherches prouvent quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que l'évolution s'est passée comme ces chercheurs nous le disent? Je veux dire, le fait que ces expériences génétiques aboutissent à de tels résultats et à de telles découvertes ne prouve absolument pas que dans la réalité, ça se passe comme ça. On ne sait absolument pas que ça... On le sait d'autant moins que ce dont on est sûr, ce dont les généticiens sont sûrs, c'est que le code génétique, c'est comme un programme informatique. S'il manque une lettre, on ne peut pas compiler, on ne peut pas l'utiliser, il ne marche pas. Ce sont des erreurs typographiques, c'est une faute, et pas comme dans un bouquin, ça ne fonctionne pas. Ou alors, c'est une dégénérescence. Et alors ça, les généticiens le savent tous. Je vous cite un livre qui est intéressant du père Olivier Nguyen, qui a étudié dans son livre « La stabilité des espèces ». Alors, il a une formation de biologiste, donc il a étudié ce point sous tous les angles, puisqu'il est prêtre aussi. Il a étudié ça sous l'angle de la biologie et de la génétique. Il a aussi étudié ça sous l'angle de la théologie, de la philosophie, etc. Et il démontre que les espèces sont stables. Mais je vais citer un évolutionniste, Dobzhansky, dit
au milieu du XXe siècle, la vaste majorité des mutations qu'on a enregistrées dans les organismes sont désavantageuses pour leur bien-être. J'avais cité aussi la dernière fois Leunig, un chercheur à l'Institut Max Planck, qui dit « Les mutations ne peuvent transformer une espèce originelle en une espèce entièrement nouvelle. » Cette conclusion s'accorde avec toutes les expériences et les résultats et toutes les recherches effectuées sur les mutations au XXe siècle. Voilà. Alors je passe au deuxième chapitre, la sélection naturelle. Je vais essayer d'être aussi bref que possible. Un auteur que je n'ai pas cité lors de la dernière conférence, Colin Patterson, paléontologue en chef du musée d'histoire naturelle d'Angleterre, dit à propos de la sélection naturelle: « Personne n'a jamais pu produire une nouvelle espèce avec les mécanismes de la sélection naturelle. Personne n'a même jamais pu se rapprocher d'un tel résultat. » La sélection naturelle, je vous rappelle, c'est le fait que l'environnement est hostile, soit parce qu'il y a des prédateurs, soit parce que le climat est trop dur, soit parce qu'il n'y a pas de nourriture, et cela élimine les espèces. On est incapable de reproduire, sur la base d'expérience, une sélection qui ferait de nouvelles espèces. Voilà ce que nous dit Colin Patterson, paléontologue en chef du musée d'histoire naturelle de Grande-Bretagne. Troisième chapitre, l'homologie. Alors je redis, l'homologie, c'est la parenté de l'anatomie des animaux adultes, et aussi cette parenté au niveau embryonnaire et dans le développement d'embryons. Là encore, les ressemblances sont extérieures, mais on sait maintenant, Michael Denton, entre autres, a rappelé qu'un certain nombre d'espèces, au sein même d'une espèce, les embryons peuvent se développer de manière totalement différente, donc c'est un peu un effet d'optique. Cette similitude, si vous voulez, dans les parties dans les organes, les parties des animaux, cette similitude, soit au niveau adulte, soit au niveau du développement embryonnaire, est extérieure. Le phénotype, c'est-à-dire l'apparence extérieure, ne correspond pas du tout, pas forcément au génotype, ce que l'on peut constater au niveau des gènes et de l'ensemble des gènes. Alors, un petit retour en arrière. Pourquoi Linné, qui était le premier, ce grand savant qui a été le premier à avoir fait une classification des espèces, et pourquoi Cuvier, le fondateur de l'anatomie comparée, était fixiste, c'est-à-dire il pensait que les espèces étaient séparées et étaient relativement immuables, c'est-à-dire évidemment il croyait à une variation des espèces, mais dans des limites fixées. Pourquoi Cuvier, Linné et d'autres, Agassiz et d'autres, étaient fixistes? Parce que sur la base de leurs observations, ils étaient arrivés à deux principes fondamentaux, la loi de corrélation et la loi de subordination, qui fait que tous les organes des animaux sont reliés, et lorsque l'un d'entre eux change ou se transforme excessivement, l'ensemble, un exemple, à tel type de locomotion correspond à un certain type de respiration, qui correspond à une circulation sanguine donnée, et cette même circulation est liée à des contractions du cœur, lesquelles dépendent du système nerveux. L'oiseau qui vole a un mode de respiration double, par les poumons et par le corps. La respiration des mammifères est simple, car elle suffit à la marche et au saut. Un animal qui a des intestins longs, et un estomac multiple, des dents plates, est un herbivore. S'il a des intestins courts, estomac unique, des dents tranchantes, on a affaire à un carnivore. Il y a donc une corrélation des organes. C'est une loi qu'on constate pratiquement toujours, avec des exceptions. La loi de subordination, c'est la même chose, mais avec une hiérarchie. La locomotion dépend de la digestion de la respiration, et toutes ces fonctions dépendent du système nerveux. Conséquence, toute transformation excessive d'un organe déséquilibre complètement l'organisme et empêche son bon fonctionnement. Les évolutionnistes, d'ailleurs, le redisent. Ernest Mayr expliquait qu'au niveau génétique, c'est la même chose. On ne peut pas imaginer des mutations excessives parce que l'animal qui dégénéré qui en sortirait ne serait pas viable ou serait éliminé s'il était viable. Alors je passe maintenant aux fossiles.
Est-ce que du côté du fossile, on aurait des éléments, puisqu'on nous dit, oui, vous ne pouvez pas expérimenter, on ne peut pas expérimenter en laboratoire, ça se fait sur des millions ou des milliers d'années. Très bien, mais alors il nous faudrait au moins des fossiles, il nous faudrait au moins des preuves, soit en laboratoire, mais je vous ai dit, on fait des monstres, on n'arrive pas à faire plus que des monstres, soit des fossiles qui nous permettraient de conforter la thèse de la transformation. Alors, ce que l'on voit, évidemment, c'est qu'en quelques générations, les individus peuvent changer. On le sait au niveau des... on connaît les humains, en quelques générations, peuvent grandir, rapetisser. Les peuples se transforment assez rapidement, en quelques générations. Mais tout ça, ça ne permet pas de conclure en quoi que ce soit que un homme, plusieurs générations qui se croisent vont donner un singe, ou l'inverse, un singe va donner un homme. Alors, je parlais donc des fossiles. Il nous faudrait au moins des preuves fossiles, c'est ce qu'attendait Darwin. Il comptait sur les fossiles, sur l'avenir, sur des fouilles, sur une géologie qui soit perfectionnée, qui ait beaucoup plus d'éléments. Alors là, je vais vous citer les évolutionnistes eux-mêmes. C'est vraiment c'est intéressant. Augier, je vais citer déjà Augier, qui je crois est évolutionniste aussi, dans son livre, un livre des années 50, Initiation à la biologie, il écrivait: nous n'avons aucun fait paléontologique qui puisse montrer le passage par évolution d'un embranchement à un autre. L'indépendance des embranchements est même un des résultats les plus importants de la science moderne. De toute façon, il n'est pas question de relier tous les animaux à un précurseur unique. L'hypothèse d'une série continue de la monère, un premier animal... voilà un premier animal, à l'homme n'a plus aucun crédit scientifique. Donc Augier, Initiation à la biologie. Plus récemment, donc ça c'est les années 50, Augier c'est les années 50, Niels Eldredge de Harvard, qui a coécrit des livres avec Gould, Stephen Jay Gould, très fameux, dans les années 70, disait, donc Eldredge dit, les vides visibles, donc dans les traces fossiles, reflète les véritables faits de l'histoire de la vie, et ceci n'est pas une conclusion issue du manque d'accumulation de fossiles. Pas un manque de fossiles, c'est un fait de l'histoire de la vie. Alors, évidemment, eux, puisqu'ils restent évolutionnistes, ces gens-là, ils ont tendance à dire, oui, mais ça vient parce qu'il y a eu des catastrophes, donc les fossiles ont disparu, et puis la fossilisation, c'est très difficile, ça se fait dans des conditions très spécifiques, donc pas de fossiles, donc ils ont tendance à choisir cette explication. Mais ils sont bien embêtés parce qu'ils sont obligés ensuite de se tourner vers la génétique. Et là, vers la génétique, les problèmes qu'on a déjà dit. Je vais quand même insister un peu plus sur cette histoire de fossiles, puisqu'on nous présente ça comme un argument très important. Gould, dans Le pouce du panda, écrit « L'extrême rareté des formes de transition est le secret professionnel de la paléontologie. » Le secret professionnel de la paléontologie. Les arbres généalogiques des lignées de l'évolution qui ornent nos manuels n'ont de données qu'aux extrémités et aux nœuds de leurs branches. Le reste est constitué de déductions, certes plausibles, mais aucun fossile ne vient les confirmer. Voilà, je saute une autre citation d'un autre auteur évolutionniste qui dit la même chose, c'est pas la peine d'en rajouter. Alors vous comprenez pourquoi Rostand, Queneau, des gens qui étaient des évolutionnistes, disaient déjà dans les années 50 et même plus tard, il faut le redire avec force, hors de la mutation, il n'y a que ténèbres. Et que pour toute la part d'évolution qu'on lui refuse, aux mutations, on a d'autres ressources que d'invoquer des facteurs inconnus. Et ces gens-là sont honnêtes, ces évolutionnistes sont honnêtes, ils disent on n'a rien des fossiles, on ne sait rien du côté de la sélection, et donc on est obligé de faire des hypothèses sur la mutation. Or, qu'est-ce qu'on trouve du côté de la mutation? Niet, il n'y a rien. On l'a dit, du côté des mutations, on n'a rien, on ne peut faire que des hypothèses. Donc, il ne faut pas nous parler sans cesse de science expérimentale et d'expérimentation, puisque on n'a rien de cela. Et d'autre part, on peut, à titre d'hypothèse, admettre, dire effectivement, c'est ce que font d'ailleurs les évolutionnistes modernes, puisque tout ce que je vous ai dit, donc, c'est des arguments qui sont limités. Il y a bien des faits constatables, mais ils sont extrêmement limités. Donc, on est obligé de se tourner vers les mutations génétiques,
Et de ce côté-là aussi, il y a non seulement le problème des expériences, qui n'aboutissent pas, qui font des monstres, et je dirais que là, on s'en donne, on travaille, il y a des docteurs Jekyll qui travaillent à fond pour essayer de nous fabriquer des hybrides. Alors il faut savoir que dans les laboratoires, on ne cesse d'utiliser des souris, on leur injecte des gènes humains, et aussi en Grande-Bretagne, on fait des expériences d'hybridation homme-animal. Donc ça, c'est de l'actualité. Hein. C'est de l'actualité. Et ce qu'on cherche à faire, en fait, c'est à dire, vous voyez, on peut fabriquer un animal, donc l'évolution pourrait le faire. Mais c'est absolument pas une preuve scientifique comme telle. C'est pas une preuve scientifique. D'autre part, il faudrait des milliers, voire des millions de mutations. Grasset, Pierre-Paul Grasset, qui est un Lamarckien, qui est un évolutionniste lamarckien, qui pense que c'est pas la sélection qui est le moteur, mais c'est la mutation, mode Lamarck, c'est-à-dire avec effort et transformation génétique interne, dit ceci: c'est par milliers qu'il faut des mutations qui satisfont les besoins. C'est invraisemblable au plus haut point. 2 points. Le miracle devient la règle. La probabilité la plus infime doit se réaliser. C'est-à-dire, les mutations comme moteur, c'est le miracle. C'est le miracle. Et voilà, je saute cette mutation pour une citation pour aller plus vite. Ça n'empêche pas un certain nombre d'auteurs de nous dire, à partir de 4 dessins, de nous dire voilà comment les poissons sont devenus des amphibiens. On sait qu'en fait les poissons et les amphibiens sont très différents, et sur le plan anatomique et sur le plan génétique. Mais on nous donne des dessins. Par exemple, j'ai récupéré ça, c'est dans une vidéo qui s'appelle 10 arguments contre les anti-évolutionnistes. Et on nous donne, par exemple, ce sont des dessins faits à partir de fossiles. Ces 4 dessins suffisent à démontrer que les poissons sont sortis de l'eau et qu'ont abouti. Bon, c'est un peu léger. Alors, je sais bien, ça vous paraîtra peut-être un peu caricatural. C'est une vidéo, c'est dans une vidéo que j'ai pris ça. Mais si vous allez voir si vous allez consulter des bouquins, vous trouverez peut-être une dizaine, une vingtaine mais c'est largement insuffisant pour reconstituer rétrospectivement la sortie des poissons, que les poissons aient engendré des animaux qui seraient devenus des mammifères, d'abord des amphibiens, des mammifères. Comme je l'ai dit en citant, par référence à Michael Denton, entre les amphibiens et les poissons, il y a de très grandes distances génétiques et le reste. Aussi, même chose à propos de... On nous explique, alors on nous dit que la baleine c'est un mammifère qui est retourné à l'eau. Parce que bon, la baleine c'est un mammifère. Et alors on nous donne 6 exemples, 6 animaux, et ça suffit à démontrer. Enfin, c'est pas sérieux. Ce sont des dessins. Ce sont des dessins. Des dessins faits à partir de fossiles. Il nous faudrait des milliers, des millions d'étapes et de reconstitutions. Il nous faudrait quoi? Il nous faudrait une connaissance de l'anatomie de ces animaux qui nous permettent de reconstituer étape par étape. Il nous faudrait les connaissances génétiques qui éventuellement permettraient en laboratoire de faire ces transformations. Et il nous faudrait les fossiles. On n'a rien de tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et on ne peut pas se prévaloir de la science expérimentale avec ça. On peut dire, c'est une science conjecturale, ce sont des hypothèses, très bien, on peut l'accorder, mais dire, c'est catégorique, aucun savant dans aucune discipline n'accepterait ça. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour, d'un point de vue épistémologique, nous ne pouvons pas recevoir cette théorie. On peut dire, elle est conjecturale. Alors je vais le plus vite possible, mais il faut que j'aborde un point qui est très important. Donc, la géologie, 4e ou 5e chapitre. La dernière fois, j'ai dit que Berthaud, Walther au 19e siècle, Berthaud, dans les années récemment, là, il a fait une intervention au colloque le 22 octobre 2016, au colloque du Séché, le Centre d'études scientifiques et historiques. Guy Berthaud a fait une intervention pour rappeler que en quelques minutes, on pouvait réaliser des stratifications qu'on croyait devoir se faire en milliers ou millions d'années. Il a pris la parole, il a dit ça.
les évolutionnistes nous disent 1 million d'années. Il a dit, ben, en quelques minutes, peut-être 1 heure ou quelques heures, il a fait ça en laboratoire. C'est des recherches, c'est un polytechnicien, des recherches quand même solides. Et il a montré, et il a reproduit plusieurs fois l'expérience, il stratifie soit par un flux vertical, soit par un flux latéral. La dernière fois, j'ai parlé du flux latéral, qui était un des modes de formation des couches géologiques. Les anciens pensaient, Lyell, et c'est pour ça que Darwin a rebondi là-dessus, pensaient que les couches se faisaient de manière superposée et de manière très très lente. Ce que montrent Walter, Berthaud et Julien, c'est que ces couches peuvent se faire très très rapidement, et pas seulement de façon verticale, mais aussi de manière latérale. Il y a aussi l'exemple de l'éruption du mont Sainte-Hélène, qui en 2 jours a créé un grand canyon. Donc la géologie lente est remise en cause, est au moins partiellement remise en cause. Donc on ne peut pas invoquer ça pour se prévaloir comme d'un argument certain pour la géologie. D'autre part, les expériences sur les roches sont très incertaines. Par exemple, lors de l'éruption du mont Sainte-Hélène, donc du volcan, en 81, on a examiné des laves à partir en se servant du carbone 14, et on a trouvé qu'elles avaient plusieurs millions d'années, alors qu'elles venaient tout juste de se former. Donc il y a aussi incertitude. Je ne dis pas que la méthode du carbone 14 est nulle, n'a pas d'intérêt ou qu'elle est nulle, mais elle est incertaine, pour des tas de raisons que je ne reprendrai pas là. Alors, les gens disent, bon d'accord, on vous accorde tout ça, mais tout de même, et les hominidés? On nous dit, il y a des milliers d'hominidés, les préhommes. Ces individus qui sont mi-singes, qui ressemblent à des singes, et qui ressemblent à des hommes, tous les australopithèques, toutes ces expériences. Alors voilà, moi je vais faire une petite parenthèse là. Il faut savoir que dans les milieux universitaires et scientifiques, comment ça fonctionne? Les gens sont dans leur spécialité. En général, ils ignorent ce que font les autres, et ils ne font que réciter la Bible, ils redisent. Moi, je travaille dans un laboratoire, dans une université, je sais comment ça fonctionne. Les gens sont dans leur spécialité, connaissent leur domaine, qui est très partiel, et pour le reste, ils récitent la Bible. On leur dit les hominidés, et ils disent il y a des hominidés. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble. Or, dans ce domaine, dans ces questions, il faut une vision d'enquêteur, il faut une vision panoramique. C'est pas le biologiste qui est le plus à même de discuter de ça. C'est un spécialiste de sciences humaines ou quelqu'un, un simple curieux qui s'informe, ou le philosophe, bien sûr, qui va embrasser large et qui, en réunissant tous les arguments, va montrer les limites. Alors, je reviens aux hominidés. Après cette parenthèse, il y a un autre point dans la parenthèse, c'est que très souvent les gens ils ont besoin de survivre et de grimper les échelons dans l'université, donc ils ne s'embarrassent pas trop, ils récitent là aussi ce qu'on leur enseigne, et ils se conforment à ce qu'on leur dit, et c'est comme ça que vous pouvez publier, et c'est comme ça que vous avez un poste à l'université, pas autrement. Et si vous êtes un petit peu anticonformiste, et si vous allez voir de près quels sont les présupposés de votre discipline, ou si vous grattez un peu et vous soulevez tout ça, je vous garantis que vous n'allez pas rester longtemps à l'université. Je reviens donc aux hominidés. Alors, des recherches ont été menées par des gens un peu anticonformistes, 2 anatomistes évolutionnistes, l'un anglais, l'autre américain, ont mené pendant 15 années d'études, des études financées par le gouvernement britannique avec une équipe de spécialistes, ont mené ces études sur les australopithèques, et ils sont arrivés à la conclusion que tout dans leurs caractéristiques anatomiques était celle de singes. Et par ailleurs, il faut savoir que les singes, il y a une très grande variété de singes, soit actuels, mais aussi préhistoriques. Tout donc en fait, dans la forme des mains, la proximité des yeux, les molaires, les dents, la structure du mandibulaire, la longueur des bras, les jambes, etc. Ils sont arrivés à la conclusion, après 15 ans d'études, peut-être citer leur nom, sur ce qui c'est Lord Zolly Zuckerman et aux USA, le professeur Charles Oxnard, qui nous disent tous les australopithèques sont des singes. Des analyses en 1999, Spoor, Wood et Sonnenfeld, 3 chercheurs, ont établi que les canaux de l'oreille interne de tous les spécimens d'australopithèques sont les mêmes que ceux des singes modernes. Une citation
auquel je tiens sur ce sujet, d'une chercheuse, Yvette Deloison du CNRS, a dit que aucun bipède humain ne peut descendre d'un quadrumane, d'un singe d'un singe. Elle dit « J'étais confortablement installé sur un matelas douillet d'idées reçues, bien que gardant dans le fond de moi-même une certaine perplexité. Le recours à l'examen anatomique le plus concret m'a mis en face des réalités objectives. Non, l'homme ne peut descendre ni d'un primate de type grand singe, ni même d'un australopithèque. » Alors c'est pour ces raisons que Bounour, professeur de biologie à la faculté des sciences, je le répète, de Strasbourg, traitait l'évolutionnisme de fraude prétentieuse, et il disait aussi « Le plus bel exemple de système a priori pseudo-scientifique est fourni par la théorie évolutionniste. L'évolution biologique n'est qu'un mythe entièrement illusoire. » Et je termine, conclusion. Rostand disait « En matière d'évolution, il y a ceux qui savent qu'ils croient, les biologistes honnêtes qui savent qu'ils croient, qu'ils ont la foi, et ceux qui croient qu'ils savent, c'est-à-dire cette foi du charbonnier dont on nous dit sans cesse vous avez la foi du charbonnier, mais en fait c'est plutôt que la foi du charbonnier. Et c'est pour cette raison que, toujours Rostand, avouait avec honnêteté et disait « Je suis évolutionniste parce que l'alternative c'est la création ». Alors, dernier mot, en réalité c'est une fausse opposition. Et j'espère pouvoir, dans une prochaine petite conférence, dire pourquoi il n'y a pas d'opposition entre création et science. Je vous le répète, Rostand disait « Je suis créationniste parce que je ne peux pas, parce que l'évolution, je n'ai pas d'autre explication, je ne vois pas autrement, mais en réalité c'est une fausse opposition. » Et c'est cette question du rapport de la science et de la foi est très importante parce que beaucoup de gens nous disent « Mais alors, qu'est-ce qui reste? Il reste quoi? Le miracle? Le bon Dieu? Comme ça tombe du ciel? Qu'est-ce qui reste de la science ?» Il y a des explications possibles, mais pour cela, il faut mieux comprendre les rapports de la science et de la foi, de la métaphysique et de la religion, de la science et de la religion, et j'espère vous en parler une prochaine fois. Merci.